Alors, on en parle pas tout à fait de ça, mais du registre avec Maître Guy Lavergne qu'on avait eu, je pense, la semaine dernière en entrevue. On venait de voir là, l'injonction en cours d'appel. Le résultat est sorti. Maître Lavergne, bonjour. Bonjour, M. Gendron. Ben, merci d'être avec nous. Alors là, le juge de la cour d'appel a préféré laisser filer l'audience. Alors, il n'y aura pas de suspension en attendant. Là. Oui, effectivement. On avait demandé une ordonnance de sauvegarde en attendant le sort de l'appel. Et le jugement est sorti hier. Et même si le juge reconnaît le sérieux des arguments qui sont soulevés quant au fond de l'appel, il ne croit pas qu'il soit opportun, là, étant donné sa perception de l'intérêt public, de suspendre l'application de la loi. Donc, l'obligation d'enregistrement, avec les délais prévus par la loi, continue à s'appliquer. Donc, au fond, là, corrigez-moi, là, c'est qu'il n'y a pas, dans la tête du juge, il n'y avait pas de préjudice là, irréparable et grave là, à ce qu'on s'enregistre, puis après, on verra. Hein? C'était un peu ça son approche, on verra après. Comme vous le savez, je pense que vous avez une formation juridique, il y a différents critères qui doivent être rencontrés pour qu'une ordonnance de sauvegarde ou une injonction soit émise, et ils doivent tous être rencontrés. Il y a le sérieux des arguments, il y a le préjudice irréparable, il y a la balance des inconvénients, il y a l'intérêt public. Et c'est la somme des quatre qui, au final, lui fait préférer de laisser la loi s'appliquer. Mais quand même, là, si on recule la ligne du temps, là, moi je me souviens, là, dans ma mémoire, le registre, le fédéral l'a aboli. Après, il y a eu une bataille judiciaire, me semble-t-il, menée par Québec à l'époque pour qu'on conserve les données. Alors là, ça s'est rendu, je ne sais plus où, je me souviens plus trop. À la Cour suprême. Ouais, c'est ça, exactement. Mais là, ces données-là, est-ce qu'on les avait récupérées finalement pour la création du registre québécois ou si on part de zéro là, avec l'enregistrement? La réponse à votre question est non et oui. Laissez-moi expliquer. La bataille judiciaire a été perdue par le Québec. En ce sens que la Cour suprême, en mars 2015, a prononcé un jugement à l'effet que le Québec n'avait pas droit de récupérer les données. Toutefois, il y a eu une affaire assez rocambolesque qui a fait en sorte que, malgré que la loi prévoyait la destruction des données, elles ont néanmoins été conservées. Il y avait une copie de sauvegarde qui avait été faite au cas où le registre, excusez l'expression, planterait pendant qu'on enlevait les données du système en ligne. Et il y a eu une demande d'accès à l'information. Il y a eu une ordonnance qui a été rendue en faveur du commissaire à l'information afin de satisfaire à cette demande d'accès à l'information. Et la personne qui avait fait la demande était M. Bill Clement, qui est probablement un nom familier. Qui est un activiste de l'Outaouais. Shawinigan Gate. Shawinigan Handshake, là, plutôt. Oui. D'accord? Oui. Et ce qui fait que les données en question existent toujours. Et là, il y a un projet de loi qui est en cours d'étude à Ottawa, qui est le projet de loi C-52, qui prévoit qu'on va à la fois satisfaire à la demande d'accès à l'information de M. Clement, surprise, et qu'on va également remettre les données au Québec. Mais ça, c'est l'approche libérale, c'est le changement de gouvernement, là. Changement de gouvernement. Changement de philosophie un peu. Mais Justin Trudeau a jamais dit qu'il remettrait le registre quand même, de mémoire, là. Je me souviens pas qu'il l'ait dit comme tel, mais il est clair. Mais il collabore. Le projet de loi qui est piloté par le ministre Goodale, que c'est ce qu'ils entendent faire. OK. Mais ça, là, c'est OK. Ces informations-là, éventuellement, vont peut-être tomber. Mais les arguments de fond là, que vous allez présenter, parce que la requête va se plaider au fond là, sur le registre, maintenant qu'il n'y a pas d'ordonnance de sauvegarde, ça va être quoi, les principaux? Bon, effectivement, l'appel va se plaider au fond, et ça va probablement être dans un an ou à peu près, parce qu'il faut faire les mémoires entre-temps. Il y a les délais d'attente en cours d'appel, là, comme dans tous les cas. C'est essentiellement un argument de nature constitutionnelle au niveau du partage des pouvoirs. Et il faut comprendre que les tribunaux ne se prononcent pas sur la sagesse, sur l'opportunité ou sur l'efficacité des lois. Ils se prononcent sur leur légalité. Et là, la question est de savoir, est-ce que le Québec, dans le cadre de ses compétences, et les compétences qui sont invoquées ici sont la propriété et le droit civil
et l'administration de la justice. Parce que dans le cadre de ces compétences-là, ils pouvaient adopter la loi 64. Et l'argument qu'on fait, c'est que le contrôle des armes à feu, et j'insiste sur le mot contrôle, a toujours été du ressort du Parlement fédéral parce que ça tombait sous la coupe du droit criminel. Oui. Ça a toujours été considéré comme tel. Et il y a eu une cause qui s'est rendue en Cour suprême en 2000, lorsque justement le fédéral avait adopté le registre des armes d'épaule à l'époque, la loi sur les armes à feu qui prévoyait entre autres choses la création du registre des armes d'épaule. Et les provinces avaient contesté en disant ça entre dans le cadre de nos compétences en matière de propriété et de droit civil. Mm-hmm. La Cour suprême avait dit non. Elle a dit cette loi-là et le registre qu'on crée n'a pas comme but de consigner des droits de propriété, mais bel et bien de contrôler l'accès aux armes à feu. Et il n'y a pas, dans ce cadre-là, ça entre dans le cadre de la compétence fédérale. Et il est certain que la Constitution ne mentionne pas le mot arme à feu comme tel. Les différents aspects des armes à feu peuvent faire l'objet de législation fédérale ou provinciale. En matière de chasse, par exemple, il y a de la législation provinciale qui régit quelle arme à feu on peut utiliser et quand. Mais c'est vraiment ça. C'est pas ça que le registre fait. Le registre... Oui, excusez-moi. Ouais, non, mais Maître Lavergne, c'est parce qu'il y a un flash là, de ce que vous avez dit que je trouvais important. Tu sais, bon, c'est-tu provincial, fédéral, propriété, droit civil versus le criminel, là, historiquement, mais le registre québécois, là, ça s'est créé, ça, dans la tête de Jean Charest après Dawson, là, me semble-t-il, sur une décision émotive de dire il faut restreindre les armes à feu, ça n'a pas de bon sens. C'était une volonté de contrôle, là, c'était pas propriété et bien civil, là. C'était derrière ça, là. Vous m'excusez, mais je vais vous corriger. Oui. C'est pas né après Dawson. Non. Ce qui s'est passé après Non, mais la croisade de Jean Charest, la là. loi 9. OK. Le registre québécois est né, premièrement, il y a eu plusieurs tentatives au fédéral d'abolir le registre des armes d'épaule. Oui. Et à chaque fois, l'Assemblée nationale a passé une résolution en disant que c'est épouvantable, on en a besoin. C'était unanime. Etc. Ouais. Unanime la plupart du temps. Oui. Lorsque finalement ça a été adopté, il y a eu deux projets au fédéral, il y a eu deux projets de loi successifs. Il y a eu le projet de loi 20 sous le gouvernement Marois et il y a eu le projet de loi 64 sous le gouvernement Couillard en juin 2016. Oui. Enfin, adopté en juin 2016. Oui. Et c'est que il est très, très clair, si on écoute les déclarations des politiciens, que le but de la loi, c'est de reproduire à l'échelle provinciale ce qui était la législation fédérale en matière de registre des armes à feu. C'est ça, et de restreindre le plus possible, de nous contrôler. Oui. C'est ça le but. Oui, mais essentiellement de reproduire les mêmes effets et la même législation. Là. On veut reproduire le même outil. Donc ça, c'est votre argument pour dire qu'on va jouer d'un plate-bande fédéral. Là. C'est l'argument constitutionnel. Puis, la Cour suprême l'a déjà dit, entre autres dans une des affaires Morgentaler, où est-ce que, lorsqu'une province tente de reproduire une loi fédérale, une ancienne loi fédérale abolie, dans le cas de Morgentaler, la loi avait été invalidée. Sur l'avortement. Sur l'avortement, oui, effectivement. La législation provinciale est suspecte à sa face. Oui. Ah, mais ça va être intéressant à suivre. Mais là, on s'embarque là, dans des procédures. Parce qu'il y a eu une première instance, j'imagine, là, en cour d'appel. Ça veut dire que la Cour supérieure s'est déjà prononcée là-dessus? La Cour supérieure s'est prononcée, effectivement, en octobre 2017. OK. Puis là, ils ont tranché en faveur du gouvernement. Ils ont tranché en faveur du gouvernement en disant que ça entrait dans le cadre de la compétence en matière de propriété, droit civil et d'administration de la justice. Oui, c'est une longue shot. Ce avec quoi je me permets de ne pas être d'accord avec tout le respect que je dois au juge de première instance. Non, ça va être intéressant à suivre. C'est une longue shot. Écoutez, c'est une grosse bataille. Merci beaucoup. On va suivre ça. Merci bien. Merci, au revoir. Finalement, pour répondre au deuxième, je ne sais pas si j'ai encore quelques secondes. Oui, 2 petites minutes. Le deuxième aspect de votre question, quant à savoir si les gens vont enregistrer. Si vous regardez les réseaux sociaux, là, il y a énormément de gens qui ont manifesté l'intention de résister à la loi
il est évident que je peux pas leur conseiller de résister à la loi et que je les encourage pas à le faire. Là. Comme avocat, on a des devoirs et entre autres, on peut pas encourager la désobéissance civile. Mais il est évident que si on a eu un printemps érable, on se dirige peut-être vers un printemps orange dans ce cas-ci. Oui, ça va être à suivre. Mais je sais qu'il y a des gens qui nous ont contactés en privé qui s'enregistreront pas. Là. Oui. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ouais, ça va être à suivre. J'imagine qu'il y a des sanctions. Là. J'ai pas lu le détail de la loi, mais si on ne s'enregistre pas dans les délais, on est sûrement exposé à des pénalités. Là. C'est pas des pénalités criminelles, mais c'est des pénalités de droit pénal, c'est ça? C'est des amendes, et je pense que l'ampleur des amendes en fait, quant à moi, des pénalités d'ordre criminel. Oui. L'amende minimale est de 500 $, l'amende maximale est de 5 000 $ par arme à feu, et ça double à la deuxième infraction. OK, mais il n'y a pas de peine de prison là, d'assortie? Non, évidemment. C'est de l'argent. Le provincial ne peut pas, sans tomber carrément et de façon flagrante dans le cadre du droit criminel, adopter des législations pénales qui prévoient des peines de prison. Là, ça aurait été trop beau pour nous autres. Ça aurait été flagrant que c'est une loi de nature criminelle. Ben oui. Bon, on s'essaye pareil. Mais merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Bonne fin de journée. C'est Guy Lavergne qui est l'avocat de l'Association nationale d'armes à feu, l'équivalent de la NRA, mais c'est loin d'être la NRA là, aux États-Unis. Là.